direct de la maison de la radio. Dernier numéro de Taxi Presse cette année. L'équipe est en place. Tchaniao Arebiyaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative. Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des démocrates. Et Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Ensemble, nous ferons un petit bilan de l'année 2016 qui finit dans une semaine environ. Vous comprenez qu'outre des personnalités de l'année, nos confrères poseront leur regard sur la santé des sociétés d'État. On est en fin d'année, vous comprenez. Le port, la SNPT, l'OTR, la CET, si vous voulez. Enfin, l'autorité parle de nouveau de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, de nouveaux fonds, 30 milliards de francs CFA pour la même route, 101 km, pour une durée de 2 ans et demi. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Quitte de Seco BTP et de Nisao, Nyonfam, vous le verrez. On pourra aussi placer un mot sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous évoquions les comptes de la CAN 2013 vendredi dernier. À la mi-journée et le soir, le gouvernement togolais a rendu public de nouveaux comités de gestion de la campagne de 2017. Beaucoup de commentaires dans l'opinion depuis lors. Je demanderai l'avis de mes confrères aussi en studio. Bienvenue. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du Taxi FM, bonjour à tous les amis de la plateforme et puis salut. Bonjour Abi, merci d'être avec nous. Bonjour confrère, bonjour à la rédaction de Taxi FM et à tous les citoyens qui nous écoutent. Tchaniao Arebiyaou, le patron du journal Nouvelle Opinion qui est aussi avec nous ce matin. Bonjour Tchaniao. Eric, bonjour. Bonjour à toutes les Togolaises et à tous les Togolais qui nous écoutent. Et nous allons commencer avec vous Ferdinand, puisque vous avez un coup de gueule. Non, pas ce matin. Vous voulez lancer en tout cas un débat sur les fêtes de fin d'année. Oui, non, c'est pas un coup de gueule, c'est juste quelques préoccupations qu'il faut partager avec les Togolais, surtout les consommateurs, lorsqu'on est dans des périodes de fêtes comme ça. Il y a plein de produits qui sont déversés sur le marché et juste attirer leur attention. Vous savez, cette semaine au Nigeria, les douanes du Nigeria ont arrêté des tonnes de riz plastique. Vous savez, et ça fait un bout de temps qu'on en parle, qu'on dit que la Chine fabrique du riz en plastique et que ce riz pourrait être exporté vers l'Afrique. Et donc ça a été une réalité depuis cette semaine où les douanes nigériennes ont saisi 2,5 tonnes de riz plastique et c'est très dangereux. Donc il faut inviter les Togolais à faire attention lorsque les gens doivent aller acheter du riz et tout. Et ce riz plastique là est facilement détectable. Quand vous le mettez dans l'eau, ce riz ne va pas au fond de l'assiette, mais il est à la surface parce que c'est plus léger que le riz naturel. Et puis une deuxième manière de le reconnaître, c'est de mettre quelques graines de riz dans une poêle qui est surchauffée et vous allez voir que ça va commencer par se fondre, puisque c'est du plastique. Et il y en a d'autres. Donc il faut que les gens soient vigilants. C'est vrai que les associations de consommateurs font ce qu'ils peuvent faire. Le gouvernement aussi a appelé à la vigilance. Mais nous-mêmes les consommateurs, quand vous allez au marché pour acheter quelque chose, c'est vrai qu'il y a la pauvreté et tout, mais prenez le temps de regarder sur les boîtes. C'est le moment où on déverse les boîtes de conserve périmées, les liqueurs. Vous savez que 80% ou 90% des liqueurs qui se vendent dans notre pays, même dans les supermarchés, sont des liqueurs frelatées qui sont fabriquées soit au Nigeria, même au Togo, ici au Ghana. Ah oui, donc les gens qui boivent de l'alcool, de faire extrêmement attention parce qu'après la fête, ils doivent avoir la vie, quoi. Donc c'est un appel. Et c'est un appel aussi aux parents qui achètent les jouets pour leurs enfants. Vous savez que la plupart des jouets qui sont souvent achetés ont des peintures. Et souvent, il a été démontré que le matériel qui a servi à faire de la peinture est parfois toxique. Et comme nos frontières sont des passoires, il n'y a pas de contrôle. Et généralement aux États-Unis, en Europe, eux, ils vont directement à l'usine en Chine pour contrôler la matière qui sert à faire la peinture. Mais en Afrique, ce n'est pas généralement le cas. Et quand les petits prennent ces jouets-là, le premier réflexe, c'est de le mettre dans la bouche. Donc, il faut faire extrêmement attention. Voilà quelques préoccupations que moi, je voulais partager avec les auditeurs. Nous avons aussi avec nous notre confrère Roland Moufassi, le patron du journal Le Carrefour. Bonjour, mon cher ami. Bonjour Eric, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs branchés de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Tchaniao, vous voulez placer aussi un mot par rapport à ces moments de fête que nous vivons là? Non, bon, sauf que le confrère a dit l'essentiel.
Je voudrais également profiter pour attirer l'attention de nos concitoyens sur ces riz, puisque depuis quelques années on en parle, mais finalement c'est devenu une vérité qui a été vivante à côté de nous ici au Nigeria. Et moi je crois que le Togo, il y a des efforts qui se font au Togo où nous avons du riz qu'on produit chez nous. Et moi depuis toujours, comme Kotokoli, bon Kotokoli, je consomme du wachi. Donc il y a du riz traditionnel que j'utilise chez moi. Bon, c'est devenu un phénomène de luxe où les gens ont souvent envie de démontrer que chez moi, c'est le riz haut parfumé qui existe et que moi, je ne suis pas de n'importe quelle catégorie, je ne consomme pas n'importe quoi. Et c'est ça, justement, qui pousse les gens à s'aventurer vers ces riz totalement importés avec tout ce qui nous échappe. Et donc, vivement que les Togolais reviennent quand même au riz traditionnel. Il y a même du riz naturellement parfumé qui se produit à Corvier, qui se produit aussi... qui est un peu cher, hein? Mais, oui, bien sûr, c'est ça qui détermine la vérité. Ce n'est pas une histoire de cherté. C'est une question de se préserver. Ce riz-là, on le produit à côté de nous ici, à Corvier, le riz Corvier. Il y en a également vers chez Kolonou, dans le bas mono, comment vous appelez, où on produit de ce riz naturel-là. Donc, il faut que nous ayons quand même cette volonté de consommer les produits de chez nous par rapport aux boissons. Il a souligné ça et je sais que pratiquement les liqueurs qu'on déverse sur notre territoire ici, c'est des frélatés. Donc ceux qui sont accros de ces liqueurs-là, je préfère même que les gens retournent boire leur sorabi, qui sont produits bien faits naturellement ici, que de s'aventurer dans ces liqueurs-là qui finalement détruisent à petits coups nos populations. Je ne sais pas si les confrères ont aussi un mot à placer par rapport à ce moment de fin d'année. Non, ce que je vais ajouter, c'est que au-delà de tout ce que les confrères viennent d'évoquer, et je remarque qu'il y a une démission au niveau de l'État. Parce que du rôle, parce que ces produits-là viennent quand même de l'extérieur. Il y a une douane dans ce pays. Et souvent, vous remarquez que Ferdinand fait allusion à un riz qui se fait au Nigeria. Mais nous avons ce qu'on appelle à la douane les acquis. Et des gens viennent, des camions titans, déversent ces marchandises-là qui passent par la douane. Et ces produits-là sont dédouanés. Comment se fait-il qu'on laisse passer ces produits-là qui entrent sur le territoire? Parce que le portefeuille du Togolais, il faut le voir, le portefeuille est maigre. Et vous voyez que donc, les gens préfèrent acheter ce qui est moins cher. Vous n'allez pas le leur reprocher. Parce que ils voient qu'ils n'ont pas d'argent, le pouvoir d'achat est faible, donc ce qu'ils ont sur la place qui est moins cher, ils préfèrent acheter. C'est cela. Donc je crois que tout le rôle revient à l'État. C'est vrai, nos confrères le disent en font assez, mais la vie des citoyens dépend quand même. L'État a un rôle déterminant dans cette affaire-là. Empêcher que les produits frelatés rentrent sur le territoire national, empêcher que les produits de mauvaise qualité rentrent sur le territoire national. Ça, c'est leur rôle. C'est leur rôle premier. Si les choses viennent sur le territoire et que les gens, avec leur pouvoir d'achat, préfèrent acheter ce qui est moins cher, je crois qu'il y a un problème. Le rôle, c'est l'État qui est responsable dans ce domaine-là. À quel pas? Ouais, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est juste pour dire à tous les citoyens, femmes, hommes, à tous les ménages, que, en l'occurrence, en fin d'année, de se méfier de tout ce qui est moins cher. C'est vrai, c'est bien moins cher, ça répond à vos capacités pour que vous répondiez aux attentes, mais il y a un petit adage qui dit que le cheval moins cher ne gravit pas la montagne. Donc c'est moins cher, vous achetez, vous très souvent, vous verrez, excusez-moi, ne me faites pas rire autant pour moi s'il vous plaît. Donc vous verrez des marchandises qui ont fait 3-4 ans au magasin, c'est en fin d'année qu'on les sort. Parfois même moi, entre-temps, on a publié des trucs où il y a toute une structure au grand marché, à l'époque le marché n'était pas encore brûlé. Il y a tout un établissement qui est spécialisé dans l'échange des dates de péremption
sur les produits manufacturés. C'est-à-dire, eux, ils ont des gens pour ça, ils ont le petit matériel pour effacer la date de péremption et réimprimer une autre date. Et c'est ça leur business pendant longtemps avant que les journaux ont commencé par parler pour qu'ils sortent de leur maquis. Donc c'est un peu difficile, c'est vrai, c'est moins cher, on connaît le niveau de vie du Togolais, mais quand même, le peu que tu as, il ne faut pas aller acheter la mort. Et puis quand on nous parlait, il y a vice à partir du moment où très souvent, quand je disais que le classicisme est parti. Entre-temps, quand on dit tel commerce, on sait quel type de catégories sont là-bas. Quand on parle de pagne, on sait quel type de catégories sont là-bas. Quand on parle d'entreprises de BTP, on sait quel type de catégories tiennent ce secteur. Mais maintenant, là, au niveau du grand commerce, c'est les maîtresses et tout ce que vous connaissez de nos dirigeants. Au niveau des BTP, c'est toujours eux qui ont pris ce chantier. Donc, tous les grands secteurs qui sont ouverts sur le monde, qui font rentrer soit des marchandises ou bien qui font circuler les biens et services dans l'État, sont détenus par les mêmes personnes qui gèrent, qui sont la même arbitre, gérant, fixateur de ce que vous savez. Donc c'est normal que nous donnent soit des passe-droits pour que n'importe quoi rentre au pays. Tout à l'heure, nous parlerons de l'affaire de la route Lomé-Bogan en point, puisque cette semaine, nous avons vu le Premier ministre de l'infrastructure et du transport, Nissao Nyonfam, sur le chantier. On nous apprend que le chantier a été réattribué aux Chinois avec de nouveaux fonds, un peu plus de 30 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans et demi, on va en parler. On fera un petit bilan aussi de l'année qui s'achève là dans une semaine. Mais on va placer un mot sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, vendredi dernier, à la mi-journée, nous on évoquait les comptes de la CAN 2013. Et puis le soir, le gouvernement togolais, comme pour dire aux Togolais, ben écoutez, la caravane passe, le chien peut aboyer, mais la caravane passe toujours en nombre de commissions. Ferdinand, vous allez lancer le débat. Pour vous aussi, c'est la prime à l'impunité, comme beaucoup de confrères l'ont écrit cette semaine? Oui, tout à fait. C'est une prime à l'impunité et il fallait s'y attendre d'ailleurs parce que moi je ne suis pas étonné de cette attitude du gouvernement parce que vous savez, le gouvernement avait ce rapport sur la table. Le souci de transparence aurait commandé à ce que ce rapport soit publié et que les conséquences soient tirées, mais ils ne l'ont jamais fait. On a organisé la fuite dans la presse et quand les journaux ont pu avoir ce document, on peut situer aujourd'hui les responsabilités. Au lieu de punir les gens, on remet en place encore de nouveaux comités de mobilisation. Et ce qui est extrêmement grave dans cette histoire, c'est que dans un mois, nous avons la CAN. Et la dernière fois, je vous disais dans l'émission que le gouvernement avait fait, dans le collectif budgétaire, avait prévu 650 millions pour les préparatifs des éperviers. Et là, maintenant, on commence par avoir une idée sur les fonds même qui seront mobilisés pour la participation elle-même. Les 650 millions, c'était pour les préparatifs. Maintenant, il faut un budget pour la participation. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le budget est quand même scandaleux. Ça tourne autour de 5 milliards pour la participation à la CAN. Oui, autour de 5 milliards pour la participation à la CAN. Et je ne sais pas par quelle alchimie on va mobiliser les 5 milliards alors qu'on n'a pas d'argent pour payer les enseignants. Et donc il y a une mission exploratoire qui était au Gabon, qui est rentrée du Gabon il y a une semaine. Cette mission était composée des membres de la fédération du ministère. Et ce qui est curieux, c'est que dans cette mission, on retrouve un personnage que la presse a toujours décrié, Salou Kofi. Et ce monsieur qui était dans la mission exploratoire de la CAN 2010, où on a tiré sur le Togolais à Cabinda. Donc cette affaire n'a jamais été éclaircie. En 2013, il était aussi de la mission exploratoire. Et il est encore de la nouvelle mission exploratoire. Et on a aussi quelques informations sur comment va s'organiser la participation du Togo, les délégations, les quotas qui sont en train d'être fixés pour la participation. On apprend qu'il y aura peut-être autour de 200 à 280 personnes qui vont aller au Gabon. À 280 personnes qui vont au Gabon. Il y a
comment on appelle-t-on, dans ces 280 personnes, il y a des quotas qui ont été faits par catégorie. Par exemple, on dit il y aura 25 journalistes qui seront qui vont aller au Gabon, 25 journalistes, 25 places pour les journalistes, une soixantaine de places pour les officiels. Les officiels, c'est fédération et ministère. Le reste, 5 ou 6 personnes pour les agents de sécurité et le reste pour les supporters. Et donc, mais l'équipe nationale n'est pas dans cette délégation puisque l'équipe nationale, les 30 personnes, sont prises en charge par la CAF. C'est-à-dire que les 23 joueurs et les 7 membres du staff sont pris en charge par la CAF. Et donc, vous voyez que l'impunité fait qu'aujourd'hui, on remet le coup. Parce que quand les gens définissent déjà des quotas pour ceux qui vont voyager au Gabon, 25 journalistes, 60 officiels, les supporters, parce que c'est dans le groupe des supporters que les gens profitent pour mettre leurs copines, tout ça. Et donc, vous voyez que l'État lui-même accorde une prime à l'impunité. Parce que si on avait puni les gens de par le passé, ce qui est en train de se préparer encore là ne va jamais arriver. Mais qui est en train de confectionner cette délégation? C'est le ministère ou c'est la fédération? Non, je crois que c'est au niveau... Mais il y a des réseaux. Et ça tourne autour, il faut le dire. Ça tourne autour des deux. Il y a les réseaux. Parce que pour le moment, on a pris le décret pour les comités, mais vous aurez dû constater qu'on n'a pas encore nommé les membres qui vont siéger dans ce comité-là. Et puis, il ne faut pas demander l'argent aux Togolais, puisqu'ils savent que les gens vont bouder, ils vont prendre directement l'argent, je ne sais pas, à la source, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'ils trouveront un mécanisme pour augmenter des trucs et prendre directement l'argent. Merci beaucoup, Ferdinand. Peut-être un mot là-dessus. Oui, je crois que Ferdinand a un peu ramassé ce que j'ai à dire, mais seulement c'est que ce qui se passe au Togo, c'est un peu grave. C'est grave parce que ça démontre que le premier responsable de ce pays n'a, excusez-moi l'expression, aucun respect pour les citoyens qu'il gouverne. Parce que on ne peut pas comprendre qu'on va à une canne depuis 2013 et que les journaux font un effort pour sortir, c'est-à-dire ce rapport que l'on ne peut pas publier aux Togolais. Qu'est-ce que le premier responsable doit faire? Même s'il avait le rapport, il ne voulait pas le rendre public, il ne voulait pas en faire cas. Du moment où les journaux ont commencé par en parler, on doit se saisir de ce rapport-là, au moins pour dire quelque chose aux Togolais. Mais c'est que maintenant, en dehors de ça, pour prouver le mépris que l'on a pour les Togolais, on met encore en place une autre commission. Une commission, c'est que, comme l'a dit Ferdinand, on ne va pas demander aux Togolais, ils savent que s'ils demandaient aux Togolais ces temps-ci de cotiser, même nous sommes les Togolais ne vont pas le faire. Mais ils vont augmenter par exemple la communication, ils vont augmenter des choses qui feront qu'ils vont prendre à la source. Aucune décision n'a encore été prise. Non, parce qu'ils sont conscients que s'ils mettent en place des commissions pour mobiliser des fonds, ça veut dire qu'ils vont aller vers certaines sociétés. Après, si ce qu'ils trouvent auprès des sociétés ne remplit pas le budget qu'ils ont prévu, ils vont à la source prélevée. Comment ils vont le faire? Ils vont augmenter des trucs parce qu'ils savent qu'au Togo, nous n'avons pas une association de consommateurs efficace qui puisse faire pression sur eux. Donc, ils vont le faire. Donc, c'est pour terminer, je dirais tout simplement que c'est dommage que le président Faure est arrivé au pouvoir, non pas pour punir, pour mettre fin à l'impunité, mais plutôt pour augmenter le champ de la mangeoire, pour que tout le monde puisse profiter et manger suffisamment. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand vous mangez beaucoup et ça commence par se faire savoir, on vous demande de quitter là et on vous recase à la présidence comme conseiller. Vous allez voir qu'à la présidence, c'est un groupe de délinquants financiers, excusez-moi l'expression, qui sont là et qui reviennent à chaque fois pour payer le don. C'est sincèrement grave. C'est que le Togolais que je suis révolté qu'on n'a pas fait les comptes. En 2013, on demande encore, on mobilise encore on met encore des commissions pour mobiliser les fonds. C'est vraiment grave. Loïc Lawson qui nous a rejoint. Bonjour Loïc. Bonjour Arigato, bonjour aux auditeurs et aux passagers du taxi. Aujourd'hui on a une assurance, c'est que prendre de la CAN 2013, il faut oublier ça. On va voir l'avenir. Non, nous sommes dans un pays de surprise. On ne sait pas, peut-être c'est à la veille de la CAN, on peut regrouper les journalistes dans une salle et puis dire bon voilà les comptes et puis c'est fini.
C'est pas exclu. Mais ça n'aura pas le même effet. c'est vrai, mais aujourd'hui, tel que les choses se sont passées, la presse a fait fuiter ce rapport qui a été longtemps caché. Il n'y a plus espoir que ce compte sera fait. Mais comme on dit, les amis, c'est grave pour un pays qu'on puisse prendre l'argent du contribuable, l'argent des Togolais, et qu'on ne puisse pas leur rendre compte. C'est même ça l'essence de la gouvernance, de la démocratie, c'est-à-dire rendre compte de la gestion des affaires publiques. Tu as vu Talon hier à l'Assemblée nationale, il est parti faire l'état de la nation. Une fois par an, devant tu vois, c'est comme ça. C'est comme l'être humain qui fait le bilan de sa santé par an. Ouais. L'État aussi, celui qui le gouverne, est obligé. Je ne dis pas que c'est parce qu'il veut, hein. C'est constitutionnel, je crois. C'est constitutionnel. Comme chez nous aussi, d'aller rendre compte de comment tel secteur va, on doit rendre compte. Mais on ne le fait pas. Et voilà que pour aussi des petites des choses du genre de la CAN, où on a pu cotiser beaucoup d'argent, où les gens ont pris beaucoup de rétrocommissions, parce que n'oublie pas dans le rapport, ou bien selon les investigations des journalistes, des sociétés d'État ou parapubliques et privées ont donné beaucoup d'argent, mais sans qu'il y ait une trace assez conséquente. Ça veut dire que quoi? Les gens se retrouveront en arrière-boutique pour se partager de l'argent. C'est ça qui est malheureux, et c'est pour dénoncer. Nous voulons aider ce pays à avancer. Et pour ça, nous dénonçons ces genres de pratiques, parce que le seul comptable au finish, c'est Faure Simbe. Parce que c'est lui qui a été élu. Quand ça se passe comme ça, sous son dos, les gens s'enrichissent sous son dos, et qu'il ne réagit pas. Est-ce que ça se passe sous son dos? Non! Moi, je suis convaincu que Il n'est pas au courant? il n'est pas au courant, il n'a pas les bons rapports. C'est pour ça c'est pour ça je le... Eric, attends, c'est pour ça je le martèle. On est à l'heure de l'information. C'est pour... Oui, mais tu sais, depuis un temps, attends, une seconde. Depuis un temps, les gens ont essayé de sacraliser la fonction présidentielle. Ils ont sacralisé cette fonction de telle sorte que le président a été enfermé dans une bulle. Où en réalité, on ne lui fait que lire et voir que ce dont on a envie qu'il lise et voir. À mon avis, depuis quelques 3 ans, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça nous le disons, le répétons, pour que ça puisse arriver à son oreille, afin que le président de la République puisse taper du poissage et se lever. Parce que je suis convaincu qu'il n'a pas les bons rapports. D'accord. Je crois que dans ce pays, on sait que Faure a toujours les bons rapports. Surtout quand il s'agit des affaires de coup d'État, il est très bien informé. Je suis sûr que si nous sommes ici et que nous préparons ici tout à l'heure un coup d'État, tout à l'heure il sera au courant, viendra nous ramasser. Pourquoi il est au courant? Pourquoi il est toujours au courant des affaires de coup d'État? Il n'est jamais au courant des affaires de crimes économiques, de délinquance financière. Je crois que... Je ne pense pas que le confrère ait tort. Je suis de ceux qui croient fermement que Faure n'est pas informé. C'est vrai, ça l'échappe. Ce dont on est en train de parler, ce scandale qui est en train qui est en gestation au niveau de la fédération. M. Faure Simbe est très loin de là, il n'est pas encore informé. Pour le moment, on peut s'arrêter aux supputations des journalistes. D'accord, je suis d'accord avec Eric. Seulement, je voudrais qu'on me réponde par rapport aux scandales qui sont déjà connus. Il a fait quoi? Là où il est au courant, c'est sorti. Des gens sont allés, c'est-à-dire, ces élus, ceux à qui il a délégué des pouvoirs ont perdu leur latin. Là-bas, il a fait quoi? C'est juste ça que je voudrais qu'on réponde. Donc, c'est très facile de donner les gens. Quand à ce stade de responsabilité, on n'est pas informé de quand les gens sont en train de faire de la bamboula avec 4-5 milliards, pendant qu'un autre scandale n'a pas trouvé de justification, c'est trop facile à mon sens. Eric, parfois, je suis vraiment peiné et j'ai mal de notre profession, de tout ce que nous venons dénoncer. Vous voyez, il y a eu une CAN où les gens ont ponctionné l'argent au niveau des citoyens et d'autres citoyens aisément sont allés bouffer cet argent. Et finalement, nous n'avons même rien fait à cette CAN. On est revenu. On a été en cas de couleur. Oui, écoute, mais on va à la CAN, c'est pour amener la coupe. Pour moi, on aurait pu aller jusqu'au bout par rapport à tout ce qu'on nous a ponctionné.
Nous sommes revenus sans la coupe et les gens se sont partagés le reste de l'argent. Toutes les autorités du pays sont au courant de ce qui s'est passé. Celui qui était en charge du contrôle de cet argent avait, dès que l'argent est tombé, dans l'euphorie, dans la grande joie de ce qui va rentrer dans les poches, a déclaré qu'on fera les comptes et qu'il n'y aura pas une virgule, un centime qui va passer sous silence. Je parle de M. Aoumé Zoumou. Et puis finalement, le monsieur, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne fait pas de compte. Le premier responsable, le chef de l'État, il était au courant de la déclaration du Premier ministre. Et finalement, on n'a rien fait. Les gens ont suppité, les journalistes ont parlé. Et depuis 3 ans, nous en parlons. Jusqu'aujourd'hui, à ce micro, on continue par parler. Alors, quand on ne fait rien, la question c'est de nous poser nous-mêmes ici, dans quelle république nous sommes? Ou même les choses qui sont passées sous silence, on ne dit rien, mais ce qui est exposé et que le monde entier sait, on ne dit rien. Où nous sommes? Vous avez parlé de la route Vaughan en foin. Et donc, il y a eu des crimes financiers connus de tous les citoyens. Et on ne dit rien tout simplement parce qu'on veut protéger une catégorie de personnes. Moi, je voudrais vous dire, si je connais ceux qui sont dans les commissions qu'on mettrait sur pied, je leur dirais de bouffer l'argent. Si on continue 5 milliards, on donne. Et moi-même, je suis dedans, je vais bouffer. Parce que, oui, mais écoutez, c'est ce qu'on cultive. On veut que les gens bouffent les fonds. Et moi, si je connais les proches, si j'ai un proche, dans les commissions, là, je leur dirais manger l'argent. On ne vous fera rien. N'allez rien donner aux journalistes, aux joueurs, ne donnez rien. Puisque quand vous voyez ce qui se planifie, les gens s'organisent pour bouffer à l'aine. C'est-à-dire, on veut bouffer plus qu'avant. Et chaque jour que Dieu fait, c'est des gens comme ça qu'on forme. Puisque les gens savent que de toutes les façons, les journalistes peuvent venir gosiller. Nous n'allons pas changer de comportement. Il y a des gens qui se sont mal comportés. La presse a dénoncé. Quand ils ont eu les micros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empiré la situation. C'est pour dire que nous sommes dans une république. Nous sommes aux commandes. C'est nous allons faire ça. Vous pouvez parler, vous êtes journaliste, il n'y aura rien. Et je vous assure, quel que soit celui qu'on mettra à la tête de la commission, les gens vous feront l'argent. On ne va pas encourager les gens. Non, mais écoutez, mais si on ne veut pas punir, si les gens tuent, on ne dit rien. Ceux qui trouvent la façon de tuer vont tuer. Moi, je crois que les lois sont là pour discipliner toute société. À partir du moment où ce n'est pas le premier cas, dans plusieurs cas où il y a des malversations, les gens sont connus, on ne leur fait rien. Et vous voulez dire que ce qu'on va mettre dans la commission, ils ne veulent pas l'argent. La nouvelle commission qu'on crée là, ceux-là qu'on met, ils ne veulent pas l'argent. Ils vont bouffer. Ils vont trouver même les moyens plus modernes, sophistiqués de bouffer cet argent. Et on va vous donner les comptes en ce moment avec des papiers renflants et vous n'allez rien faire. Et moi je crois que si vous ne voulez pas qu'on encourage les gens à continuer par voler, sanctionner ceux-là qui se comportent mal. Parfait, merci beaucoup Chenao. Oui, oui, je crois que vous serez d'avis avec moi que je ne suis pas d'accord avec Luc Lawson, mon confrère. Quand il dit que le chef d'État n'est pas au courant et a dit en renchérant disant que bon, les faits qui lui sont connus, qu'est-ce qu'il en a fait? Je crois que Faure Gnassingbé, le premier responsable, est au courant. Il est au courant parce que tous les matins, Eric, on fait au chef de l'État l'état de la nation. Ah bon? Tous les matins, les services de renseignement. Dans tous les domaines, ce qui se passe dans tous les domaines, on fait au chef de l'État l'état de la nation. Et là aussi, on peut le tromper. Oui, non, même ce qui se passe. Oui, ce qui se passe, je vais vous rappeler quelque chose. Quand cette affaire de la CAM s'est passée, le chef de l'État était en mission en Afrique du Nord, au Maroc ni en Tunisie. Quand les éperviers ont dormi à l'aéroport, les chefs traditionnels ont dormi à l'aéroport, le chef d'État n'avait pas fini son séjour, il est revenu précipitamment pour régler ce problème. Et le chef d'État est revenu. Et tout le monde, les gens se disaient, alors cette fois-ci les têtes vont tomber. Parce que le pays, il y a un problème. Donc le chef, il a bien fait le jour, il est descendu, il est revenu. Mais quand vous envoyez des gens à l'extérieur avec de l'argent, l'avion qui a amené les éperviers censé les rapatrier. Et les joueurs qui ont représenté le Togo et à qui on a remis le drapeau national et qui
qui sont les ambassadeurs d'hommes à l'aéroport, le chef d'État dit que c'est grave. Et il est rentré. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire quoi? Ça, qu'on ne nous dise pas qu'il n'est pas au courant de ce qui c'est du rapport. Je répète que fort à un principe, lui il n'est pas venu pour arrêter ceux qui détournent le fonds de l'État. Il est venu seulement pour augmenter le champ de la monnaie, pour que tout le monde puisse bien bouffer, c'est tout. On va le dire avec certitude aussi. Hein. Non. Messieurs, malheureusement, on est obligé de marquer la pause pour le journal. Juste après, nous aurons le temps conséquent pour revenir un petit peu sur ce sujet de la CAN. On parlera, puisque ça tient à cœur à Tchaniaou Aremiaou, c'est bien, c'est écrit dans le débat, la fameuse route Lomé-Vauban, on a vu cette fois le Premier ministre accompagné du ministre des Infrastructures sur le terrain. On nous apprend que le chantier a été réattribué à d'autres personnes, aux Chinois, avec une somme de 30 milliards de francs CFA, 2 ans et demi. C'est à cause de ça que Lucien a été Lucien aussi a été convoqué parce qu'il a écrit que j'étais à la radio hier aussi. Lucien a écrit que Deuxième partie de Taxi Presse de ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 13h en temps universel avec la permission exceptionnelle de la direction. Et nous allons continuer légèrement le débat qu'on menait avant la pause, donc c'est lié au football togolais et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations totale en 2017. Les éperviers, vous le savez, seront de la partie, on évoquait les nouveaux comités mis en place par le gouvernement togolais. Vous voulez lancer un mot tout à l'heure? Oui, ces comités-là, on sait qu'ils ont déjà nommé des gens dans ces comités, sauf que comme il y a le débat est très houleux dans le pays, ils ne veulent pas rendre public la liste de ces gens qui sont nommés dans ces comités, parce qu'on peut être surpris de retrouver les mêmes qui ont été déjà indexés dans d'autres dossiers liés aux éperviers. Bon, maintenant, il y a, pour les préparatifs même, vous savez que on a commis tellement d'erreurs dans ce pays, notamment en 2010, quand on était passé par Kabinda, et il faut quand même être vigilant pour que les mêmes erreurs ne reviennent plus, parce que lorsqu'on apprend que la CAF a transmis à toutes les fédérations qui sont qualifiées la liste des hôtels recommandés pour cette CAN-là, et que la mission exploratoire est en train de pencher pour des hôtels qui ne sont pas recommandés par la CAF. Si demain il y a un problème, je crois que la CAF, une fois encore, va se laver les mains. On va dire c'est toujours vous les Togolais, et chaque fois qu'on donne des consignes, vous passez outre les consignes. Et donc il faut véritablement que... Comment ça se fait que la Confédération de football nous ait donné une liste des hôtels où nous devons choisir, et que des gens actuellement sont en train de réfléchir à prendre d'autres hôtels en dehors? Oui, c'est toujours dans l'optique d'avoir de l'argent ou de faire des surfactures. Vous avez appris quand même qu'en Afrique du Sud, les gens ont fait des surfactures jusqu'à 500% sur les frais d'hôtel, et que certains qui voulaient les dénoncer en Afrique du Sud ont failli se faire bastonner par d'autres groupes dans le même... Vous avez lu ça dans les rapports. Et donc, je crois que il faut quand même à un moment donné, parce que si on met actuellement une commission en place pour mobiliser 5 ou 6 milliards de l'argent du contribuable, alors qu'on a besoin seulement de 2 milliards ou 3 milliards pour régler l'affaire des enseignants. On ne le fait pas pour aller à la CAN, c'est pas pour qu'à la fin certains se mettent encore plein dans les poches et qu'on vienne nous dire oui, voilà, on fera les comptes et qu'on ne les fera jamais. Donc c'est important aujourd'hui que nous les journalistes, nous faisons notre part. Nous travaillons suffisamment à informer les populations, à conscientiser les gens. Il faut qu'aussi au niveau de la société civile, les organisations de la société civile, les consommateurs et bien d'autres personnes attirent l'attention du gouvernement. Et puis on a un parlement. Et ce parlement fait quoi? Il faut qu'on se dise la vérité, parce que c'est de l'argent du Togo qu'on va mobiliser pour cette canne-là, et que des gens vont prendre pour aller loger dans les hôtels qui ne sont pas recommandés par la CAF, où les gens vont dormir 4 par chambre avec un seul sanitaire. Il faut vraiment qu'on revoie tout ça. Non, mais là, Ferdinand vient de m'apprendre encore des choses. Et là, c'est grave. C'est grave. Déjà que, et sur quelle base, moi j'ai beaucoup de questions à poser, c'est sur quelle base ils choisiront les médias ou les journalistes qui vont faire le déplacement. C'est le journal sportif. Et je comprends pourquoi ils se taisent sur tout ce qui se passe au niveau en tout cas de cette organisation de la CAN, parce qu'on promet à des journalistes qu'on va les amener là-bas, ils se taisent sur beaucoup de choses. Ça,
ce n'est pas normal, il faut avoir le courage de les dénoncer. Maintenant, quant à la gestion de l'hôtel dont tu parles, regardez, quand on allait avoir le sommet sur la sécurité à Lomé, c'est la même chose. L'État a fait une liste d'hôtels qu'elle a envoyée à toutes les délégations de différents pays. Ça veut dire que si tu quittes ton hôtel pour aller dans un autre hôtel, quelque chose t'arrive, tu es en partie responsable, bien que tu es sur le territoire togolais. Et pour la CAN, c'est la même chose. La CAF cible les hôtels parce qu'il y a un standard. Pour ce genre d'événement, il y a un standard d'hôtel. Pour le bien-être, le confort et tout ça, il y a un standard. La sécurité et tout ça. Et on apprend que pour les gens cherchent à aller chercher des hôtels qui sont dans des périphéries ou des hôtels qui sont à des kilomètres du site. Oui, du site. Mais c'est grave. Ou bien du village de la Cannes, comme on les appelle souvent. Mais c'est grave. C'est grave. Et c'est bien que nous leur en parlons pour que très vite on arrête ça. Parce qu'ils iront chercher des auberges et des chambres de passage pour mettre des journalistes et ceux qui, en tout cas ceux qui ne sont pas assez importants pour eux dans la délégation. Et quand quelque chose va arriver, et avant même que quelque chose n'arrive, quand on ira prendre ces auberges, on va les facturer au prix des chambres d'hôtel 5 étoiles. C'est ça. Quand on ira prendre des chambres à 10 000, on va les facturer à 80 000 francs la nuit, à 100 000 francs la nuit. C'est grave. Et ça, moi, je dis, normalement, ceux qui sont dans la délégation, qu'ils soient journalistes ou pas, ou simplement, quand on va les amener dans des endroits comme ça, il faut qu'il y ait le courage de dénoncer, de dire, niet, on ne dort pas là. Et d'ailleurs, quand on met les gens à 4, ça aussi, c'est dangereux. Les gens ne sont pas des pédés. Les gens ne sont pas des pédés. Non. Il faut qu'on... Merci beaucoup. Oui, je crois que Ferdinand a dit l'essentiel. Sauf que ce que je veux ajouter, c'est que c'est dommage qu'à tous les niveaux, et à tous les niveaux de l'exécutif, on remarque que tout le monde se complaît de cette situation-là. Et l'on s'accommode et on ne veut rien dire. Et chaque situation qui se pose est une occasion pour se remplir les poches. Et sinon, ce qui s'est passé en 2010 à Kabila devait nous servir de leçon. Quand la CAF nous avait recommandé de prendre un avion, quitter Pointe-Noire et aller directement à Kabila, les nôtres ont dit non. Les mêmes Saolo Kofi Eloi, qui est directeur des sports sur le plan national, les mêmes ont dit non. Nous préférons passer par un raccourci par la route parce que histoire d'augmenter le profit qui doit se mettre dans la poche. Et les mêmes choses se reprennent. La CAF a recommandé des hôtels. Nous sommes le GAOM. Et la CAF a recommandé des hôtels. Et maintenant, nous avons ce malin plaisir-là à vouloir chercher plus de 70 km des hôtels où les gens vont loger. Et même les supporters, comme en Afrique du Sud, ont été logés à des centaines de kilomètres. Pour venir suivre les matchs de l'équipe nationale, ils doivent prendre les bus. Certains sont obligés de venir la veille, dormir, parce que pour ne pas rater le match. Et c'est les mêmes désordres qu'on veut encore remettre. Et dans ce pays, il y a des dirigeants. Dans ce pays, il y a un parlement qui est censé contrôler l'action du gouvernement. Or, nous remarquons que l'Assemblée nationale ne fait que appuyer l'action du gouvernement. Il ne fait aucun contrôle sur l'action. Sinon, on ne peut pas s'amuser avec la vie des citoyens comme ça. C'est encore une occasion. Ils vont se remplir les poches et ils vont revenir encore. Et on ne va même pas faire les comptes parce que finalement, si les gens au niveau du sommet, on ne veut pas taper du poing sur la table pour dire que ce que vous faites là, ça veut dire que quelque part on a son compte aussi là-dedans. Sinon on ne comprend pas. Oui, sinon aucune explication ne peut nous justifier ce qui se passe dans ce pays. Puisque des fois quand nous parlons de notre pays, c'est comme si les gens pensent que non, ce n'est pas bien. Et à l'extérieur, vous ne pouvez même pas aller laisser parler de votre pays si vous avez honte. Parce que ce qui se passe dans ce pays, et ça ne se passe nulle part ailleurs. Et personne ne tape sur le poste du laser. C'est comme si le premier responsable est content de cela. Et le premier ministre qui ne sert que pour orner le décor, il est là aussi, il ne fait rien.
Finalement, tout le monde se complète cette situation et chacun trouve son compte. On a 5 minutes pour finir ce débat et entamer un autre sujet. Abi Alpha. Ouais, je crois que pour bien comprendre et savoir quel type de dirigeants nous gouvernent, il faut souvent les prendre sur le volet gestion de l'argent. Là où il y a à gérer l'argent, si tu observes, tu sauras quel type de profil sont les premiers responsables au sommet de l'État. Donc, ça, ce n'est que un aspect parmi tant d'autres. Quand les gens gèrent le football comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça fait problème. Tu sais, je ne vais pas dire que le football n'est pas une priorité. C'est vrai, de temps en temps aussi, il faut déstresser. Sinon, normalement, on est dans une situation de crise sur le plan financier. Toutes les régies financières sont rouges. Tout de suite, je crois qu'on va toucher à certains aspects clés. Et que pendant qu'on cherche 2 milliards pour satisfaire une revendication capitale reconnue par rapport aux enseignants, et que cette revendication face à laquelle les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités est en train sérieusement d'empiéter sur l'année académique. J'ai cru savoir que en fin de ce trimestre, au-delà du fait que les cours ont été suffisamment perturbés, les compositions de fin de trimestre du premier trimestre, certains n'ont pas pu composer parce qu'en pleine composition, d'autres étrangers sont venus les déloger. Comme si cela n'était pas scandaleux, on trouve 6 milliards, hein, contrairement à ce qu'a Ferdinand dit, c'est 6 milliards, en tout cas légèrement. On n'a pas encore trouvé l'argent, c'est une de tes prévisions. Je ne refuse pas, mais c'est une prévision, mais il faut appeler le chat par son nom, c'est un peu moins de 6 milliards, ça dépasse largement 5 milliards. Et qu'on trouve 6 milliards, mais ils vont trouver, puisque c'est une occasion de se partager les sous, ils vont trouver, ça c'est clair. C'est ça leur priorité. Les gens définissent leur priorité, ils vont le trouver. Qu'on trouve 6 milliards pour aller se partager en 2 ou 3 semaines. On ne sait même pas, on souhaite que le Togo aille le plus loin possible. On ne sait pas jusqu'où on ira. Donc moi je ne dis pas que le football ce n'est pas une priorité. Un adage français dit que même quand on pleure, on voit. Donc même si nous sommes en crise, il est permis que de temps en temps on déstresse aussi. Mais quand les gens trouvent une occasion pour se remplir les poches, et dans quelles conditions, par rapport à ce qu'a dit Olonou, ce n'est pas seulement que la CAF avait conseillé la voie aérienne, ce que les billets d'avion étaient émis, mais les gens ont préféré continuer les billets d'avion pour prendre la terre. S'il vous plaît, tous les autres pays ont pris le vol par les billets d'avion de la CAN. Pourquoi le Togo a fait récession? Puisqu'il n'y a pas, on n'est pas habitué à rendre compte, ça continue, on ne sait pas jusqu'à quand, mais vraiment c'est tellement dégueulasse. 2 minutes et on passe à un sujet. 2 minutes, bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sauf d'attirer encore l'attention de ceux qui tiennent le Togo aujourd'hui, pour dire que il ne nous revient pas de leur montrer forcément ce qu'ils doivent faire, mais il nous revient, nous, de dénoncer les faits que nous trouvons en normaux dans la société. Et c'est pour cela que chaque fois quand nous nous retrouvons, sans détour, nous disons les choses telles qu'elles doivent être. En 2010, il y a certaines familles togolaises qui pleurent encore des morts par rapport à cette canne. Et vous allez voir que c'est une indélicatesse, une négligence notoire qui a amené à ce drame-là. On dit à des gens, vous venez à la canne parce qu'on connaît bien le milieu où vous êtes, prenez le vol. Et des gens choisissent parce qu'il faut faire économie, ils choisissent de prendre la voie terrestre. Et voilà le dégât qui nous est malheureusement arrivé. On a crié que les Angolais doivent dédouaner le Togo, la CAF, la FIFA doivent faire, mais nous-mêmes, en interne, on aurait pu chercher à voir ceux-là qui sont complices, ou ceux-là qui ont été même à la base du malheur qui nous a frappé, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous organisons une autre canne, les mêmes personnes qui ont permis de créer la tristesse et la désolation pour ce pays, les mêmes personnes sont au devant de la scène et on reprend les mêmes comportements. On vous dit, voilà les hôtels où il faut loger les gens vont à 75 km selon les impôts qu'on a
pour prendre les petites chambres où les gens vont se désaltérer, les gens vont s'amuser pour mettre des citoyens et on les met à 4. Tout à l'heure, j'ai entendu Loïc dire que les confrères qui seront pris pour ce voyage, il faut qu'ils refusent de dormir là-bas. Non! Actuellement, les gens font la cour à la fédération, les gens font la cour au ministère, les gens appellent leurs protégés pour faire partie de ce voyage. Parce que les gens n'ont pas souvent eu la chance de voyager. Alors quand on dit on t'amène à la Cannes, tu vas prendre l'avion, mais même si on dit aux gens de dormir sous la véranda, ils sont contents. Oui. Et donc c'est ça la réalité du pays. J'ai dit c'est ça la réalité. Et moi je voudrais revenir à un fait. Écoutez, il y a quelque chose d'important. On cherche 6 milliards pour aller jouer la Cannes. Et c'est dans la recherche souvent de ces fonds qu'il y a des sociétés de zone franche qui deviennent insolentes envers le pays. Vous allez dans une société zone franche où on malmène les Togolais, où on paye mal les Togolais. Vous demandez à travers des enquêtes qu'est-ce que vous faites à ce pays. On vous dit nous avons donné 50 millions pour la Cannes, nous avons donné tant pour la Cannes. Et tout ce qu'on récolte, tout ce qu'on collecte là, les gens prennent ça, ils bouffent, on n'en fait rien. Et quand nous parlons, les gens trouvent que bon, nous sommes en train... Non, moi je dis que dans ce pays, tant qu'on ne va pas punir ceux-là qui sont coupables de crimes financiers avérés et remarquables devant tous les citoyens, les gens vont continuer par voler. Et vous avez dit tout à l'heure que j'appelais les gens à détourner, à voler. Non, je le dis tout simplement parce que c'est ce qui va se passer. Puisque si les gens savent que, bon, au Togo, tu peux tuer, on ne te fait rien, tu peux voler des milliards, on ne te fait rien. Bon, moi, je suis là pour gérer de l'argent, je veux me comporter ainsi. Et c'est ce que j'ai dit que j'encourage. Donc, comme ceux-là même qui sont à la tête, encourage les gens de voler. Merci beaucoup à Tchaniaou, à Rémiaou. On va maintenant aborder cette question de la route Lomé-Vogan en point, puisque cette semaine, le gouvernement togolais a relancé le débat. Le ministre Nissao Nyonfam nous avait donné rendez-vous. Vous voyez, il se donnait rendez-vous jusqu'à la fin de l'année que cette route va être refaite. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas refaite, mais on apprend qu'ils ont confié la réfection de la voie à une entreprise chinoise. 30 milliards de francs CFA, de nouveaux fonds. Ça va prendre 2 ans et demi pour que cela soit réalisé. Entre-temps, on ne nous dit pas le sort de Seco BTP, on ne nous dit pas aussi ce que le ministre Nyonfam lui va devenir. Ferdinand a été pour lancer le débat. C'est toujours moi qui commence. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Non, on ne peut être que triste. Moi, la dernière fois, j'ai suivi les images à la télé avec beaucoup de peine. J'avais été mis au courant par un ami qui m'a dit que la route Lomé-Vogan vient d'être officiellement confiée aux Chinois. C'est vrai qu'on était déjà au courant et que maintenant c'est un préfinancement chinois. Je crois même que le montant n'est pas 30 milliards, c'est au-delà de 30 milliards. Je crois que c'est 32 ou 33 milliards pour refaire les routes. Et les Chinois ont exigé tout reprendre. C'est-à-dire que ils vont tout reprendre. C'est-à-dire que ils ont mis de côté les études et tout. Ils reprennent tout. Parce que vous savez qu'au départ, la route était chiffrée à 37 milliards. Oui. C'était le montant au départ. Et les gens avaient même trouvé que c'était déjà excessif. Et donc l'État avait débloqué 26 milliards. Et c'est de ces 26 milliards que 10 milliards ont pris notre destination. Le ministre a dit à l'Assemblée que ces 10 milliards, l'entreprise Seco BTP a utilisé une partie pour s'équiper. Mais nous tous nous savons que c'est faux parce que cette entreprise était la meilleure équipée au Togo et avait déjà le matériel. Et donc, l'argent est parti certainement quelque part. Et donc, aujourd'hui, les Chinois reprennent la route et reprennent tout à zéro. Maintenant, les 26 milliards, ça a servi au fait à quoi? Puisque de cette route-là, on est passé maintenant du simple au double. C'est-à-dire qu'on va facturer les citoyens doublement. C'était 37 milliards, aujourd'hui on ajoute 32 ou 33 milliards, on est à presque 70 milliards pour la même route. Maintenant, qui sont les auteurs de ce scandale, ce scandale grandeur nature? Parce que je me souviens quand la presse, et je rends hommage à Abi ici, à notre confrère qui est à la HAC, lorsque cette information avait été rendue publique, il y a des journalistes qui ont dit c'est pas possible. Les gens sont allés même sur les antennes dire que c'est faux, qu'on ne peut pas détourner 10 milliards. Alors que les faits étaient là. Et le seul indice qu'il fallait voir pour se rendre au courant, c'était le blocage du chantier. Parce qu'on ne pouvait pas débloquer de l'argent et que le chantier soit bloqué
pendant au moins 1 an. Ça veut dire que l'argent est allé quelque part. Les journalistes ont défendu les ministres en disant non, on ne peut pas voler de l'argent, que nous parlons de 10 milliards comme si on parle de 10 millions. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que on a vraiment détourné l'argent. Et on n'a pas détourné que 10 milliards, on a détourné les 26 milliards. Puisque le chantier, puisque les 26 milliards qu'on a débloqués, le chantier n'est pas allé à terme. Maintenant, il faut qu'on aille faire un autre prêt de plus de 33 milliards pour refaire totalement la route sur 2 ans. 2 ans et demi, on a parlé de 30 mois. Ils ont dit 24 mois, je crois. Ils ont parlé de 24 mois. Et donc, moi, je suis peiné de voir le Premier ministre se rendre sur le même chantier, accompagné du même ministre qui est au cœur du scandale, c'est-à-dire le ministre Nyonfa, qui était là. C'est vrai que sur les images, il se faisait petit, il se cachait même, il ne voulait pas que les caméras le filment, il avait mis des lunettes noires. C'est pas une excuse. C'est lui qui avait dit que le 31, on allait réceptionner cette route-là et qu'il parlait au nom du gouvernement, que le gouvernement fera tout pour que le 31 décembre, cette route soit livrée. Et c'est autour de lui que tout ce scandale est en train de se dérouler. Maintenant, comment est-ce que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, peut se rendre encore sur le même chantier avec le même ministre et promettre aux Togolais que oui, que c'est sur l'instruction du chef de l'État que la route va être livrée et que lui-même engage les Chinois, que oui, que s'il y a des erreurs, ou bien s'il y a des trucs, ils demanderont des comptes. Est-ce qu'on a déjà demandé des comptes sur les 26 milliards qui ont été déjà débloqués? Et puis le bureau de contrôle, c'est qui la société, le bureau de contrôle? Qui sont ceux qui ont mené les études sur cette route-là? Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on... On n'en veut pas au gouvernement, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on ait le courage de dire que la manière dont le pays est géré, c'est pas possible. On ne peut pas faire disparaître autant d'argent et que personne ne soit puni dans ce pays. Tu vois que malheureusement les Togolais qui nous écoutent ne sont pas au studio. Moi j'ai les larmes aux yeux. Vous le voyez, vous tous ici. Pour dire que jusqu'à présent, moi je crois que nous sommes sur une autre planète. Nous sommes sur une autre planète parce que à côté, au Bénin, j'ai suivi la dernière fois au conseil, le président Talon a sauté le DG du port. En plus de ses acolytes là, le chef brigade. Le chef brigade qui sont connus coupables dans certaines malversations. Et chez nous, parfois c'est le chef de l'État lui-même qui va lancer les travaux et à la suite, le bordel se sème. Et on ne fait rien. Vous avez vu le ministre Nyonfa, il a mis des lunettes noires. Quand quelqu'un s'habille en noir, c'est édifiant. Ce n'est pas forfaiture qu'il a mis ça, il sait pourquoi il a mis du noir. Et tous ces gens-là. On ne va pas faire tout un commentaire. Mais pas un commentaire. Moi, je voulais vous dire que dans ce pays, la route qu'on a reprise là, les gens risquent de nous faire suivre le même feuilleton. Parce que quand il y a des erreurs, et les gens qui commettent les erreurs, vous les prenez pour refaire, vous allez tomber toujours dans les mêmes erreurs. Et je sais que la route là, elle sera et demeure une route problématique. Il ne sert à rien de crier dessus les Chinois. Que bon, quand ça va... Mais quand on donne les travaux, les discours ont toujours été beaux. Le jour qu'on lançait la route nommée Vaughan-Enfin, les discours étaient très alléchants, c'était beau. Et mon malheur, c'est de voir que lorsqu'on fait un lancement bis, il y avait des Togolais, je ne sais pas si c'est des riverains qui sont venus danser et chanter. Comme quoi, on est en train de reprendre cette route-là. Maintenant, les 37 milliards qu'on avait débloqués pour cette route-là, donc c'est passé sous silence, on ne dit rien, on parle de nouveaux fonds, et ceux qui ont utilisé, ceux qui ont géré ces fonds, ils sont là, ils circulent librement, on ne dit rien, et on demande aux Chinois de reprendre. Alors, moi je suis en train de dire que c'est maintenant qu'on est en train d'inviter les Togolais à la gabégie. C'est maintenant qu'on invite les Togolais au banditisme. Parce que si... Attendez, les Togolais ou les dirigeants? Mais ceux qui... Si peut-être demain c'est toi qui auras un de tes cousins ou tes parents, ce n'est pas forcément les dirigeants. Ceux qui ont la charge de gérer ces travaux, c'est eux qui font le bordel. Donc c'est des citoyens togolais tous. Donc ici, il faut faire en sorte que la République connaisse le respect. Et quand vous voulez que les gens respectent la République, c'est en martelant, c'est en matant ceux qui se comportent en déphasage des réalités que le pays veut voir. Et quand on ne le fait pas, qui vous dit que ce qu'on a placé encore là-bas, notamment le bureau de contrôle, les gens qui seront là,
ils ne vont pas répéter les mêmes choses. Ou que, lorsqu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ne vont pas déguiser? Le Premier ministre a dit qu'ils seront maintenant regardants. Et où est-ce qu'on avait dit qu'on n'est pas regardant? Dis-moi. Sur quelle route on a été au lancement, on a dit qu'on n'est pas regardant? On a toujours tenu ce discours. Au niveau d'Alédio chez moi, c'est la même chose. Les discours ont été les mêmes. Mais nous avons vu ce que nous avons vu. Et même quand vous allez à tous les contournements là, vous allez à des falaises partout, les routes sont déjà dégradées. Ouais. On n'a même pas encore réceptionné ces routes, elles sont toutes dégradées. Alors, quand vous regardez ces scènes-là, et que c'est sous le même ministre, nous, j'ai dit que nous n'avons pas besoin, nous les journalistes, de demander qu'on fasse partie quelqu'un. Mais quand les autorités, ceux qui gèrent un pays, ils savent, avec flagrant délit, que quelqu'un se comporte mal, mais il faut trouver une pièce de recherche. On ne peut pas dire qu'au Togo, on n'a pas des têtes bien faites pour gérer le domaine des BTP. Allez-y voir au cœur de ce ministère-là. Il y a des gens qui ont des sociétés BTP. Et c'est eux qui semblent le bordel. La route, Tong, vous savez ce qui se passe sur cette route? Il ne reste qu'un seul entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Pratiquement, les autres, ils ont pris l'escapade. Les jambes au cou, ils sont partis. Et si vous fouillez, il y a des hauts perchés, des directeurs, pas des moindres, qui sont propriétaires des sociétés qui gèrent cette route-là. Et dans quel pays on est? Tout le monde sait ça. Mais on les sanctionne, on ne leur dit rien. Nous-mêmes, on ne sait plus dans quel pays nous sommes. Oui, je crois que mon frère, il s'envole et il s'emporte, il a raison. Mais seulement c'est que dans ce pays, l'orthodoxie financière n'est pas dans la culture de nos dirigeants. Et la reddition des comptes. Voilà, ils n'ont rien appris de cela. Et ils ont raison. Vous savez, la politique est un art. Et gouverner un pays, on ne s'improvise pas comme ça, dirigeant. Et l'exercice du pouvoir ne transforme pas l'autorité. Il révèle sa vraie nature. Et la vraie nature des dirigeants du Togo est en train de se faire connaître de tout le monde. Ils ont réussi l'exploit de mettre tous les Togolais d'accord sur leur façon étrange, sur leur façon étrange de détourner et sans vergogne les deniers publics. Nous avons été admis à l'initiative PPTE. Oui. Et on nous a fait don de tout ce que nous devons. Je vous dis, Eric, au jour d'aujourd'hui, l'endettement du Togo mais ôtera le sommeil de tout bon économiste. C'est extraordinaire, c'est scandaleux. Sans qu'on est allé, on s'est endetté à la vitesse de la lumière. Ouais. Mais, et cela, ça inquiète. Ça inquiète tous les économistes de bonne foi. Parce que, vous avez dit par exemple, cette route Lomé-Vaughan dont on parle, ça veut dire que les 30 milliards qu'on est parti emprunter pour confier aux entreprises chinoises viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà payé. Et ce sont les contribuables qui vont payer. Voilà, c'est le contribuable, comme vous avez tu le dis si bien. Cela veut dire que je ne suis pas d'accord avec les confrères Tutu Tchaniao lorsqu'on accuse nos femmes-là. Nos femmes, c'est fait partie des fusibles. Puisque c'est le système mis en place. Parce qu'au Togo, un ministre n'a aucun pouvoir. Même le Premier ministre, c'est le système mis en place qu'ils sont en train de cultiver. C'est cela. Et nos femmes, ils ont eu le courage. Quand deux confrères, on a cité le nom tout à la bieuse, qu'on dénonçait cela, ils ont eu le courage de les faire inculper. Croyant que Ils vont étouffer l'affaire. Qui vont étouffer l'affaire. Aujourd'hui, les faits donnent raison à nos confrères. Pourquoi la route n'a pas été faite? C'est parce qu'effectivement, ils ont bouffé les sous. Et dans ce pays, pourquoi je le dis souvent, celui qui donne le tempo, c'est le premier responsable de ce pays. Fort est le premier responsable de tout ce qui se passe. Ayons le courage de le dire. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des ministres qui ne sont que des fusibles. Nyofam et Ayasso, les deux ne peuvent pas se permettre de bouffer 10 milliards comme ça seuls. Ça veut dire que Oui. Ça veut dire que quelque part, ils ont des gens qui les protègent. Ça veut dire quelque part, on est en train et on renfloue une caisse noire quelque part et qui sert à autre chose. Disons les choses par leur nom.
et appelons les choses plutôt par leur nom. Nous ne devons pas, nous parlons aux Togolais. Les Togolais ne sont pas bêtes. C'est-à-dire, qu'on dise aux Togolais que le Premier ministre là, qui vient de dire que désormais on va faire les comptes, il était où? Il était où quand on détournait les... C'est pas sous son ministère, quand les deux confrères ont dénoncé cela, est-ce qu'il a cherché à fouiner pour voir est-ce que réellement ce que les deux là ont dit c'est vrai? Non, plutôt on voulait étouffer l'affaire. Donc c'est pour dire que ce premier là, il ne sert que pour orner le décor. Et il ne peut pas nous dire aujourd'hui que maintenant il a quel pouvoir? Quand lui aussi dans les affaires de Ouassem, quand les affaires de Ouassem, il est impliqué dedans, qui lui a dit quelque chose? Non, il a dit que les journalistes racontent n'importe quoi. C'est la preuve que dans ce pays, si nous avions une assemblée nationale responsable, nos femmes doivent retourner à l'assemblée. Parce que, vous savez, en France, il s'est passé quelque chose. Lorsque le ministre du budget, Cahuzac, devant les députés, a menti quand la presse Mediapart a sorti un dossier pour dire que le ministre avait un compte en Suisse, le ministre a dit non devant les députés, jamais. Et après, les faits ont donné raison à Mediapart et les députés ont dit que ce monsieur, on ne veut plus le voir dans ce gouvernement-là. Et quand il a été jugé, les juges ont dit que vous êtes des menteurs de la République, que ce n'est pas normal. Parce que vous pouvez mentir n'importe où. Mais pas devant les élus du peuple. Donc c'est pour dire que si n'accusez pas les ministres là, c'est fort qu'il faut accuser. Oui, c'est fort. Abi Alpha et puis apprendre la parole à Loïc Lawson sur le sujet. Oui, il a perdu la langue. Moi je comprends ce qui se passe, ou bien le raisonnement des confrères des uns et des autres. Je comprends. Mais je refuse de penser, quoi qu'on arrive, que pour moi, coûte que coûte, le premier responsable du pays est forcément au courant. Ou bien qu'il est complice. Pour moi, ça va paraître un peu ridicule, mais je le dis, je persiste. Parce que pour moi, tant qu'il est premier responsable du pays et qu'on doit toujours lui faire les comptes rendus, pour moi, un compte rendu peut être biaisé. Tout ce que nous disions, notre émission et tout ça... En même temps, c'est bizarre, à chaque fois, c'est à vous seul qu'on vous commente. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis, quand on t'enferme dans une bulle, on a sacralisé la fonction, on te fait dire que non, ici il y a danger, ici ceci, alors, on te fait que des comptes rendus, des rapports. Tu ne vis que des rapports. Et on peut te justifier facilement par... Voici ce que... Pour ça, le rôle de la presse dans un pays est important. Maintenant, dites-moi, est-ce que le chef de l'État lit la presse? Est-ce que le chef de l'État, son directeur de cabinet lui fait, et de communication, je veux dire, lui fait une revue de presse digne du nom, ou on lui fait une revue de presse dans laquelle on lui parle de là où il a été applaudi? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est vraiment au courant de tout ça? C'est pour ça que je lui accorde ce bénéfice du doute. Jusqu'au jour où je comprendrai que le président de la République est au courant avant que tout ça là ne se passe. C'est pour cela. Tu vois tout à l'heure. Maintenant, c'est pour savoir que Fong Yacine en réalité dans ce dossier est au courant. Mais quand je par exemple, tant que je verrai des ministres mentir devant les élus du peuple et rien ne leur arrive, je dirais qu'il n'est pas au courant. Mais oui, vous voyez en France, quand tu as fait tout à l'heure avec le cas Cahuzac, les députés ont dit, on ne veut plus de celui-là. Il a menti devant les élus du peuple. C'était grave. Il est parti. Hollande a pris notre acte, il est parti. Voilà celui-là qui a menti, qui a même répété la phrase là à l'Assemblée, si vous avez suivi, il a répété au moins 3-4 fois la phrase. Les élus du peuple, ils sont là-bas. Est-ce que quelqu'un l'a encore interpellé? Pourtant, il y a des élus du peuple, de l'opposition, aussi qui sont là-bas. Est-ce qu'ils l'ont interpellé? C'est pour te dire que les 10 milliards là, leur partage, et les gens qui ont mangé, les gens sont nombreux. C'est ce que moi je conclue. Beaucoup de personnes ont été éclaboussées par ces 10 milliards et finalement, silence radio. Abi Alpha. Merci beaucoup. Bon, tu as dû constater que souvent je n'aime pas parler de ce sujet parce que ça fait que ce n'est pas une inculpation qui est le problème, parce que ça m'a fait traverser des moments de santé fragiles.
Tu sais, ça n'a pas commencé seulement sur cette route. Nous avons publié, je crois bien, des semaines avant cette scandaleuse information, que Seco BTP était le début de la fin d'un géant au pied d'argile. Oui. Et sur une page et demie, nous avons démontré, appuyé sur une audit interne de Seco BTP, nous avons démontré un audit comment cette entreprise en un an et demi devait, n'est-ce pas, sombrer. Et je ne sais pas si actuellement les temps nous donnent raison. Parce qu'au moment où on parlait, l'entreprise était à 4000 employés. À l'heure où je vous parle, elle a 700 employés. Elle est en train de vendre ses machines. Ce n'est pas l'occasion de décrire cette boîte qui est maintenant une épave. Parce qu'on a attiré leur attention à l'époque sur leurs limites. Mais comme les responsables de cette boîte, ce n'est pas leur argent, ils n'ont pas trouvé souci à relever la pension. Sinon, à l'époque, un an et demi de là, on pouvait encore racheter cette boîte-là. Maintenant, on est là où on est. Par rapport à la route là, j'ai appelé M. Nofan avant de balancer l'information. Je l'ai appelé, comme je l'ai dit une fois, les débuts de la conversation étaient bien. À la fin, quand il m'a demandé sur quel sujet je veux qu'il parle, quand j'ai dit la route Lomé-Vougan en foin, il a changé de ton. Il m'a fait savoir que lui, il est un banquier et que je l'appelle la nuit, je demande une information la nuit et qu'un banquier par orthodoxie ne donne pas une information la nuit. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, je suis en train de parler à un ministre et non à un directeur de banque. Donc ce n'est pas l'occasion de tout dévoiler ici. Et il me demandait au bout du fil de venir le voir demain au bureau. Mais je n'ai pas appelé le monsieur le ministre pour le voir, pour demander un rendez-vous. Je voulais une information, il y a ça, oui ou non vous connaissez. J'ai estimé qu'il n'a pas voulu parler. Après le coup de fil, on a décidé à la rédaction de publier l'information qu'on a en attendant qu'on réponde à son rendez-vous. Et c'est comme ça on a publié l'information. Quand l'information est sortie, il y a deux volets qui montent dessus. Ce n'est pas trop les femmes et choses, on les connaît dans leur rôle. C'est d'abord le volet de la justice. Quand cette information est sortie, je crois que quand on dit qu'une information est à la justice, c'est que les juges s'approprient du dossier, fassent un minimum d'enquête et évaluent par rapport à ce qu'ils ont sur le terrain. Le tout premier jour que j'ai été présenté au juge avec... C'est-à-dire que dans la République, quand il y a un scandale, oui, la justice aussi peut s'auto-saisir. S'auto-saisir. Donc, au départ, j'ai été très déçu par la justice, mais vers la fin, je crois qu'elle s'est rachetée un peu parce que j'ai été déçu le jour où je me suis présenté devant le juge avec mon ami Zeus, parce que j'ai publié l'information de 10 milliards. 4 jours après, Zeus l'a repris. Donc quand on nous a convoqué à la HAC, nous tous on répondait au même titre, suite aux plaintes de M. Ayassor et de nos femmes. Ce jour-là, j'ai fait comprendre au juge que par rapport à ma santé, qui est fragile depuis ce dossier, je ne veux pas parler. Ça ne l'a pas empêché de m'inculper sur un silence. Moi, je n'ai jamais été convoqué devant un chef de village. Vous pouvez visiter mon parcours. On te dit que devant cette situation, pendant que tu es en train de répondre devant la DPJ, devant la HAC, le juge te dit que tu es inculpé. Quand on vient de casser ta voiture à la maison, tu ne sais pas pour quelle raison on cambriole la voiture. Je pouvais tomber devant ce juge. Voici à quoi ressemble notre justice. Et depuis là, je ne sais pas quelle suite notre justice donne à ce dossier. Actuellement, je suis sous inculpation avec juste Asia Douvan. Donc, quand à la fin, la justice s'est rachetée parce qu'entre-temps, nous étions tellement téméraires, on insistait sur l'information, c'est moi, en revenant sur les écrits, que Ayassor, je crois qu'il nous écoute, a demandé à 2 juges de m'arrêter. Et que si on m'arrête, on me coule le bec, les autres vont se taire. À un moment donné, les juges hésitaient. Le procureur a dû être appelé pour le même rôle. C'est le procureur qui a appelé le Pierre. Là-bas, il faut que je tire un coup de chapeau à Farouk Yassingé, qui l'a appelé pour demander conseil avant de passer à l'acte. C'est le Pierre qui a dit non, je ne suis pas dedans. Et c'est grâce à ce mot-là qu'on n'a pas été pris. Sinon, on devait être pris comme on avait pris entre-temps Lucien Messa. Un ministre l'a fait prendre alors que dans la loi, ce n'est pas autorisé de prendre un journaliste. Donc, je n'aime pas trop parler de ce dossier. Je crois que Tchania veut parler. C'est un peu ça et puis... sont recouvrés, le journaliste a un pourcentage. Les lanceurs d'alerte ont un pourcentage sur les fonds qu'on va recouvrer. Donc ça va pousser les journalistes à plus d'investigations et la lutte contre la corruption sera sans pitié dans ce pays-là. Le président du Ghana, il a encore répété hier, il a dit pendant la campagne, il a encore répété hier, que ne vient pas dans son gouvernement celui qui cherche l'argent. Que si vous cherchez l'argent, votre place, vous ne venez pas dans le gouvernement de Nana Akufo-Addo.
Parce que ce gouvernement sera un gouvernement pour relever le Ghana, non pas pour s'enrichir. C'est pour cela que le législateur a prévu dans notre constitution que les dirigeants déclarent leurs biens. Tout le monde connaît le fameux monsieur Nyofam quand il était à la BTD. Il a plus de 20 voitures. Tout le monde le connaissait. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle, je sais pas, des concours de circonstances, on peut évoluer et tout. Mais tout le monde savait quand il était un cadre de la BTD. Aujourd'hui, tout le monde sait là où il est. Comment est-ce qu'un ministre qui a payé 1 700 000 a pu s'enrichir à ce point, en construisant des maisons partout où certaines maisons sont juste destinées à garer les voitures qui coûtent 60 millions. Alors que si on avait déclaré les biens, on aurait su que tel ministre avait telle fortune, aujourd'hui il en a une autre. Le Burkina Faso, on a déclaré les biens de tout le gouvernement. Moi j'étais à l'investiture de Kaboré. Il a remis l'enveloppe contenant la déclaration de ses biens au président du Conseil constitutionnel. Un mois après, les biens ont été publiés dans le journal officiel. Jusqu'aux chèvres, il a déclaré. Jusqu'à son bétail, il a déclaré. Et la dernière fois, le gouvernement, tout le gouvernement burkinabé a déclaré ses biens. Et on sait aujourd'hui que dans le gouvernement burkinabé, le plus riche, c'est le ministre Alpha Bari, qui est milliardaire. Oui, qui est un ancien journaliste de RFI, qui est milliardaire. Le président Talon vient de déclarer ses biens. Le président Talon vient de déclarer ses biens. Et hier, il était à l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. Au Togo, on a dit dans la Constitution qu'une fois par an, le président de la République doit faire l'état de la nation devant les députés. Ça fait 11 ans qu'il ne le fait pas. Et donc, qu'on ne soit pas étonné à la fin que quand on mélange tout ça, on aboutit à des scandales comme ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer que sous un seul ministre de la République, il y a le scandale des contournements et Alédio, Défalé, tout ça, Bafilo. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que le président de la République n'est pas au courant de ce scandale parce que une fois il était venu à Sokoré pour l'intronisation de l'évêque, c'est pas la route qu'il est rentré à Kara. Il est passé par le contournement lorsqu'on disait que le contournement était en mauvais état. Il est passé là-bas pour faire le constat. Il est passé par la route pour rallier Kara. Il n'a pas pris l'hélicoptère. Donc c'était pour aller regarder le chantier. Qu'est-ce qu'il en a fait après? Rien du tout. On vient de parler de la route Vogan et de Notier Toum. Deux entreprises ont déserté la route. Et celle qui a été qui est une entreprise écran, dite allemande, qui a été fabriquée de toutes pièces par le directeur de cabinet du même ministère, qui est aussi mêlé dans toutes les affaires de magouille. Et c'est que BTP qui a écrit au ministère des TP pour dire qu'elle ne peut plus continuer la route. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule entreprise, Midnight, qui continue la route. La route boulevard des Armées, qui est là, qui peine à être achevée, du protestant à Aranco, elle peine aussi à être achevée. Où sont passés les fonds? Personne ne dit rien. Maintenant la route Vogan. Et tout ça se passe sous un seul ministre et personne ne dit rien. C'est quand même scandaleux. Oui, Eric, merci. Non, je voulais tout simplement dire que lorsque nous disons que Faure est le premier responsable, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le disons. Ce n'est pas non plus que nous avons fait, c'est pas plaisir que nous disons. Je vais dire à mon jeune confrère Loïc Lawson, quand il dit que Faure n'est pas au courant, et Louben Karavelov a dit quelque chose, je cite: si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, vous ne devez pas accepter la qualité de chef. Ou, quand Loïc Lawson nous dit sur ce plateau que Faure n'est pas responsable, il met en jeu sa compétence. Ou Faure n'est pas au courant, Faure Yassine n'est pas au courant de ce soit il est incompétent, ou il est au courant, il ne fait rien, il est incompétent. Dans les deux cas, c'est son incompétence qui est en jeu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire au Togolais, lorsque le ministre Lofam est allé à l'Assemblée nationale pour dire devant les députés que, puisque avant qu'un ministre ne vienne à l'Assemblée, les questions lui sont envoyées par le bureau de l'Assemblée. Vous dites, voilà, les députés veulent vous interroger sur tel sujet. Et le ministre se prépare avant de venir. Le Premier ministre est au courant. Le chef de l'État est au courant. Donc ça veut dire, lorsque le ministre Lofam est allé dire aux députés que la route, que d'abord les fonds ont été détournés par ce BTP, les fonds qu'on lui a donnés, qu'il a acheté du matériel, qu'il a acheté du il a acheté du matériel avec, mais il n'a pas pu finir les travaux. Que
le chef de l'État est au courant de cette déclaration. Le chef de l'État est sincèrement grave. Et quand il a dit, voyant le temps, c'est pas pour arriver à la fin de l'année. Et quand il a dit aux députés que la route sera faite avant la fin de l'année, le chef de l'État est au courant. Qu'on ne s'amuse pas à dire, je dis, nos femmes, Ferdinand vient de dire qu'il y a trop de scandales sur un seul ministre. C'est vrai. Ailleurs, on devait le sauter. Si on ne le saute pas, cela veut dire que ça profite à quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà. Roland, merci beaucoup sur ce sujet. Le dernier sujet, vous savez, on est en fin d'année. Et il y a beaucoup de sujets qui ont retenu votre attention. Il y a des personnalités qui vous ont forcément marqué. Nous avons choisi plusieurs domaines. Vous allez choisir lequel vous intéresse pour intervenir. Il y a le port autonome de Lomé. Il y a la SNPT. Il y a l'Office togolais des recettes. Il y a la CET. Qui commence? Abi Alpha. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui commence? Bon, je crois que de toute cette liste-là, si je dois m'intéresser à une structure, c'est la SNPT. Je crois savoir que pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai publié une information comme quoi depuis 3 ans, donc en commençant par 2014, la SNPT ne verse aucun rond au trésor public. Je cite les propos du ministre des Finances et du directeur, c'est-à-dire général du Trésor. Et ils ont répondu non suite au mensonge du directeur Kézié qui disait que la SNPT verse de l'argent. La SNPT, c'est l'exploitation du phosphate. Tout le monde sait comment cette structure, cette entreprise, ce minéral fait la fierté de ce pays. C'est toute une ribambelle de réalisations qui ont été faites sous Yadema grâce au phosphate. Une bonne partie du KZF, en commençant par la direction du Trésor, a été conçue par l'argent du phosphate. Au moins 3 à 4 ministères sont l'argent du phosphate. C'est en tout cas, à un moment donné, vous savez mieux que moi que les grands chantiers qui ont fait la fierté de Yadema, c'était le phosphate. Et à l'époque, on appelait poumon de l'économie. Voici un poumon de l'économie qui actuellement, pendant 3 ans, ne verse rien au trésor public. Cette année, pour 2014, je crois qu'on l'a imputé à verser 1 milliard. Je ne suis pas sûr que ça va se verser. Parce que pendant les 3 années précédentes, ça n'a pas été versé. La SNPT, c'est l'exploitation du phosphate. Ça emploie 1450 agents. Les fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent pour faire tourner l'entreprise par an, le budget n'est pas à moins de 25 milliards. Quand on met l'argent, on met quelque chose de 25 milliards dans la gestion d'une entreprise pour alimenter les usines en fuel, payer les agents, faire tout ce que vous savez pour que la structure tourne. Et qu'à la fin, on dit que pour bénéfice, c'est moins de 1 milliard. Parce que je crois savoir que pour 2000... les derniers versements, il y a eu des années où la SPT n'a versé que 500 millions, tantôt 800 millions, une autre année 700 millions, pour toute l'année. Ce que le Togo a eu comme bénéfice de l'exploitation du phosphate. Vous vous rappelez, si je ne me trompe pas, à l'époque, j'allais sur Canal FM, je disais un jour qu'il faut qu'on arrête l'exploitation du phosphate pour les générations, c'est-à-dire pour que les générations futures qui ont la vision pour gérer, puissent en profiter. Actuellement, nous avons déclaré notre incapacité, qu'on arrête l'exploitation pour que ça ne finisse pas. Maintenant, vous voyez que cette structure a totalement failli. Actuellement, par rapport à cette structure, on dit que elle n'a que pour 2017 1 milliard, qui est d'ailleurs hypothétique. Bon, quand tu vois ça au sommet d'un État, au moment où on te dit par rapport à la santé, actuellement de toutes les structures d'État, il n'y a que Togo, celle qui pour 2007 va nous verser 7 milliards. Il y a la Lonateur qui vient en deuxième position qui va verser 2 milliards. Donc je te cite par ordre de bonne santé des entreprises. Le port, la SALT, tout ça là, j'ai une liste ici. Il y a toute une ribambelle d'entreprises, de sociétés d'État qui sont en restructuration. C'est-à-dire, bon, on se demande, mais c'est quoi en fait? Qu'on me dise que les gens creusent la terre pour vendre et qu'on dise qu'ils sont tombés en faillite. Ça fait problème. Moi c'est le port. Ouais, le port parce que le contre-amiral Foga Daignon boucle 11 ans à la tête du port maintenant. Ça fait 11 ans qu'il est là.
c'est le plus grand cumulard de la République. Il est le président de la délégation spéciale de Lomé, donc maire. Il est président du conseil d'administration du CHU Tokoin. Il est président du conseil d'administration de Sotral. Il est le président du conseil d'administration de l'hôpital de Kégué. On peut citer tout ça pour un seul individu. C'est-à-dire que dans ce pays où les jeunes sont à la maison, ils n'ont pas de boulot, et ils sont là, ils sont au provonat, les jeunes sont provonatés. Vous avez quelqu'un qui a cet âge-là, et qui est retraité, et qui occupe tous ces postes-là. Aujourd'hui, vous allez au port autonome de Lomé, vous pouvez jouer un match de football, vous n'allez cogner personne, parce que le port est vide. Le port est vide, les gens font. Mais c'est la réalité. Mais certains bateaux en rade ne viennent pas au Togo. Ils sont en rade pour aller peut-être au Bénin ou au Nigeria, parce qu'ici, il y a de la sécurité, c'est tout. Donc, vous imaginez, vous allez aujourd'hui au port, demandez juste aux transitaires comment ça se passe au port. Demandez aux opérateurs économiques comment ça se passe au port. Vous avez entendu les Nécotrans qui ont licencié des gens. Vous avez entendu les Navitrans qui ont licencié des gens. Donc, ça dit que c'est une catastrophe. Et ce monsieur, il est là, parce qu'il a un protecteur ou une protectrice quelque part, et personne ne lui dit absolument rien. Et une protectrice, oui, c'est une protectrice, je ne veux pas citer le nom, mais c'est une protectrice qu'il a quelque part. Et personne ne veut lui demander des comptes. Le port est en train de s'engouffrer, Vous venez de faire un sommet sur la sécurité maritime. Et vous dites que vous voulez faire de l'économie bleue une richesse pour le pays. Le Premier ministre même a dit qu'il construit l'économie bleue pour relancer le développement. Et vous avez un port autonome que vous gérez comme une épicerie de quartier. Il y a quand même un souci. Et quand moi je reviens, avant de passer la parole aux autres, sur le cas de la SNPT, ce qui est scandaleux à la SNPT qu'il faut dénoncer, c'est qu'on a confié ces sociétés aux Israéliens. Et je ne sais pas quel est le vrai contrat qui lie le Togo aux Israéliens, parce que c'est un contrat secret. Je ne sais pas si c'est parce que les Israéliens font du renseignement ici. Ils ont amené les machines ici pour nous écouter et qu'ils assurent la sécurité de Fonya Singbe. Et donc ils sont payés par les phosphates, parce que le vrai patron de la SNPT, c'est M. Ederi. C'est un ancien du Mossad qui est le vrai patron des phosphates. On ne prend jamais une décision à la SNPT sans lui. Mais tu ne vois jamais sa signature sur un papier. Il fait signer tous les dossiers par le fameux DG fantôme qui est Kézié. Et demain, en termes de responsabilité, c'est ce Kézié-là qui va être... Est-ce qu'il est au courant? Je ne sais pas, c'est un problème, moi je m'en fous. Maintenant, cet Israélien a réussi à mettre son enfant directeur commercial à Paris. Vous savez que l'OTP a une base à Paris. C'est son enfant de 25 ans qui est le directeur commercial à Paris, qui négocie les phosphates pour l'État togolais, avec sa copine. Et donc c'est comme ça qu'ils sont en train de gérer la SNPT. Et ils ont amené une dizaine d'Israéliens qui sont à Lomé, qui sont dans la carrière là-bas, qui sont payés 5 millions par mois, pendant que les Togolais sont là. Donc, cette histoire-là, on ne peut pas nous dire que Fon n'est pas au courant. Parce que la dernière fois que Fon était en Israël, il était flanqué de ce monsieur Ederi, que beaucoup de gens ne connaissent pas à l'image, mais que nous les journalistes, on connaît à l'image. C'est un ancien du renseignement israélien. Je ne sais pas quel rôle il joue ici, mais ces messieurs font partie tous les jours au Togo ici, des bateaux de phosphate. On ne sait pas à quelle direction, mais l'argent ne rentre jamais dans le pays. Merci beaucoup, Fergina. Loïc Lawson, le port, la SNPT, l'OTR, la CET. Je rejoins mon ami Abi. Et je dis Abi Tchanyao. Tu vois, moi aussi j'ai les larmes aux yeux parce que le pays va mal. Il faut le dire, le pays va mal. Parce que quand un pays va bien, il y a des indices. Quand il va mal aussi, il y a des indices. Et ici, on n'a pas besoin d'être économiste chevronné pour voir que le pays va mal. Le Togo est un pays qui peut faire beaucoup mieux que certains de la sous-région. Peut-être à part la Côte d'Ivoire, on serait numéro 2. Et à part la Côte d'Ivoire, le Nigeria, CEDEAO, moi je dis qu'on serait numéro 2. On n'a rien à envier au Bénin. Pourtant, le budget du Bénin tourne dans les 2000 milliards. Comment eux ils font? Comment eux ils font? Pendant longtemps, on nous a dit que notre budget a des problèmes parce que les partenaires étrangers ou bien l'appui budgétaire, depuis un temps on a réuni avec les partenaires qui mettent de l'argent dans le budget. Pourquoi le nôtre est toujours petit? Pourtant, on a des ressources dans ce pays. Il y a de l'or qu'on exploite, même si c'est dommage. Il y a de l'or. Il y a du diamant dans ce pays. Il y a du marbre dans ce pays. Non, c'est que on sait avant d'exploiter l'or de manière artisanale. On sait. Les gens savent avant de le faire comme ça. Mais pourtant, ils savent avant de le faire. Il y a le marbre dans ce pays. Il y a plein de choses. Mais ce pays, les gens souffrent. Les Togolais souffrent. Ce n'est pas normal. Les sociétés
d'État sont toutes pratiquement Grabataire. faillites. Que Abi dise que au niveau de la SNPT, le DG lui dit je verse. Le ministre dit il n'y a rien qui arrive. L'argent va où? Quand même. Je me rappelle à l'époque d'Ingrid Yawadé et de Bidamo à la douane. À l'époque, il y avait eu ce dossier où quand le ministre de DG Bidamo à l'époque disait lui il a versé tel montant, au niveau de la BCA on retrouvait un autre montant. Ça se passait comment? Et tout ça, lui a coûté son poste à l'époque quand il était DG de la douane. Voilà un peu comment le pays est un peu géré. Et tout cela m'amène à me poser toujours cette question, cette éternelle question. Fort était au courant? Et à ce niveau, quand je vois tout ça, je me dis, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Attention sinon, attention parce que honnêtement, telles que les choses sont, ce n'est pas, comme l'a dit un ministre zélé. Bien tout récemment, la semaine passée seulement, un ministre très zélé du gouvernement, à qui un ami autour d'un café a posé la question, est-ce qu'honnêtement c'est comme ça on dirige, comme vous dirigez là, c'est comme ça on dirige le pays? Il a dit non. Il a répondu non à l'ami. Et pourtant ce ministre, il n'y a pas 2 jours, il était sur une radio ou encore, il faisait du zèle. Je ne sais, non, je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nom. Mais je dis honnêtement, aidons les Togolais à sortir de la misère dans laquelle ils sont. Oui, bon, je m'aligne sur les propos émouvants que mon confrère, mon jeune frère Loïc venait de dire. Le Togo peut faire mieux que beaucoup de pays de la sous-région, mais quand on veut faire mieux, il y a des dispositions qu'on doit prendre. On doit se mettre dans une position, dans un état, dans une situation pour pouvoir faire mieux. Et chez nous, on ne fait pas mieux parce que nous avons toujours, et on ne cessera de le dire, qu'on laisse les malversations impunies. Quand les gens se comportent mal, quand les gens se mettent, ils créent une barrière pour détourner les fonds qui sont orientés vers le développement de l'État, de notre nation, qu'on ne leur fait rien. On ne peut qu'être dans ce que nous sommes, malheureusement. Les sociétés d'État, on en a parlé. Il y a des sociétés d'État aujourd'hui qui sont là, il n'y a même pas de conseil d'administration. C'est grave. Tout est émietté et les DG, en ce moment, ils font comme ils veulent. Il y a des postes de ministres où il y a des ministres qui ne savent même pas quel rôle ils doivent jouer. Aujourd'hui, il y a une formule qui est sortie dans les ministères. Les ministres, quand ils sont là, bon, pour créer un petit zèle, on prend un Sénégalais, on amène des Blancs, et puis on tourne, on dit qu'il y a des experts qui sont venus, on fait des séminaires de 5 jours, de 10 jours, on pompe de l'argent sur le budget, et puis après on sort des résultats. C'est une autre manière de détourner. Oui, mais bien sûr, mais celui qui vient, c'est toi qui l'as amené. Tu ne sais pas quel contrat il y a entre les ministres là et ces gens-là. Vous allez voir, regardez un peu dans les ministères. Chaque semaine que Dieu fait, il y a des experts qui viennent. Qu'on veut faire une évaluation, on veut travailler. Donc c'est ce qui se passe tout le temps. Et tous ces gens-là, c'est des moyens déguisés pour pomper de l'argent. Et ça, il faut que le premier de nous tous, et quand je le dis, moi, pour moi, il ne sait pas beaucoup de choses, parce qu'on lui donne souvent de faux rapports. Ça, il y a des choses qui sont visibles, sur lesquelles on ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Mais la plupart des cas, on lui donne de faux rapports, parce qu'il n'est pas... Pour les petits détails, là, toujours les vrais rapports. Oui, bon, d'autres rapports aussi, bon, là c'est sensible. Et donc, il connaît certaines choses, sûrement. Mais... maintenant que les crimes économiques, c'est pas sensible. J'ai dit, quand j'ai dit, mais on est dans une situation, quand on parle de coup d'État, c'est différent, c'est le pays totalement. Donc on lui donne de faux rapports, et moi je crois que j'invite, puisque vous avez dit que c'est la dernière émission, nous allons profiter pour dire à tous ceux qui ont la charge de ce pays d'assainir les milieux souillés, d'assainir en mettant ceux qui sont coupables de malversation là où ils doivent être, et de cesser de couvrir ces Togolais que j'ai toujours appelé bandits. Aujourd'hui, je ressors le mot parce que tout le comportement que nous voyons par rapport à certaines personnalités n'est rien d'autre que du banditisme. Il faut sanctionner ces bandits-là. Et le peuple togolais va se sentir même concerné par ce que les administrations... Merci. Non, ce pays, nos confrères, mes confrères ont déjà tout dit, ce pays est cher à tout le monde. Et il est cher à nos aïeux qui ont versé leur sang pour que
nous en faisions quand même l'ordre de l'humanité. Mais c'est dommage ce que nous regardons depuis plus de 10 ans. Je ne veux pas parler je ne peux pas parler du règne de Yadema, mais je parle du règne de Faure Gnassingbé. C'est triste. C'est triste qu'on confie un pays à Faure Gnassingbé. Et Yadema, en son temps, a réussi les 22 engagements qui ont conduit le pays jusqu'à l'initiative PPTE que nous avions, que Faure a bénéficié. Il avait l'occasion de faire de ce pays un îlot de prospérité. C'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard, mais lorsqu'on a plus de 11 ans de métier et que, puisque Eric, on n'apprend pas à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière. Faure, ce n'est pas après 10 ans, plus de 10 ans d'exercice que Faure va apprendre à mieux gouverner. Je continue à croire et je tiens fermé mes oreilles à ces commentaires qui veulent nous faire croire que Faure n'est au courant. Il n'est pas au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est que ce système-là lui profite. Ce système-là mis en place par les DG. Comment, dans quel pays on peut dire que les DG vont dire qu'ils vont verser des sous au trésor et les gens disent que non, ils n'ont pas versé parce que l'argent va au trésor et ça prend d'autres destinations. Et c'est ce qu'on ne veut pas dire aux gens. Bref, je dis, Eric, nous sommes, peut-être c'est la dernière émission, nous demandons quand même aux Togolais, malgré leur poche vide, que Dieu inspire tout le monde, que Dieu fasse que chacun trouve le peu pour fêter dans sa maison. Et que le pays, il nous est cher à tous, chacun à son niveau doit se lever pour dire non à ce qui se passe. Chacun à son niveau doit se lever pour dire non à toutes les injustices. C'est comme ça que nous allons être positifs. Alors pour finir, puisque c'est la dernière émission Taxi Presse cette année, on va se retrouver après les congés. Je voudrais vous remercier, vous et tous les confrères qui sont passés par ici, par m'avoir un Taxi FM. Je vous dis merci beaucoup. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments de fête. Oui, non, on remercie la direction de Taxi FM qui nous a accueillis ici, l'émission, tous les auditeurs, nos amis qui sont sur les plateformes. Joyeux Noël à toutes les familles, tous les Togolais, beaucoup de prudence. C'est vrai que l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête parce que quand vous sortez en ville, tout est plat, les gens sont tristes, mais bon, beaucoup de courage. Mais c'est dans la lutte, c'est dans le courage qu'on va y arriver. Il faut que demain nous soyons aussi comme les autres peuples. Donc joyeux Noël à tout le monde, beaucoup de prudence. Merci beaucoup. Tchénao. Bon, je voudrais juste dire à tous les Togolais d'être patients, d'être courageux et les difficultés que nous traversons, je sais que lorsque nous venons dénoncer les choses ici, les autorités ils nous suivent, ils comprennent et que 2017 soit une année de détermination pour ces autorités-là, pour qu'ils puissent mettre au propre la République, c'est-à-dire tous ces gens-là qui sont complices. Je reviens sur ça parce que c'est ce qui fait problème dans le pays. Il faut qu'on trouve une formule pour mettre ces gens-là. Merci beaucoup. Ami Alpha. Je vais juste dire que la drogue des temps modernes, ce n'est pas la cocaïne, c'est la corruption. Elle a envahi le Togo et si Faure Gnassingbé essaie de combattre cette corruption, il aura réussi sa mission. Bonne fête à vous, Ami Alpha. Non, je dis aussi bonne fête aux Togolais. C'est vrai que les confrères l'ont dit, c'est dur, mais que l'enfant Jésus qui vient apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans tous les foyers. Loïc Persson, vous avez le privilège de finir. Oui, puisque je suis le dernier arrivé, je suis très heureux. Je demanderai à tous les passagers du taxi, à tous les auditeurs et à tous les Togolais de continuer par croire, mais en passant à l'acte, c'est-à-dire en travaillant, en se surpassant. Et je leur souhaite beaucoup de santé. Parce qu'avec la santé, même s'ils n'ont pas l'argent en poche, l'espoir est permis. Oui. De ne jamais perdre l'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous, Togolais. Merci Molomo, Mpati, Abi Alpha, Tchénao, Aribia, Okaginaïté. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer un très bon moment de fête. Taxi Presse prend un moment de congé. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. On remercie Jack Prosper qui nous a accompagnés, notre technicien. A bientôt et bon week-end à vous. Au revoir, à la prochaine.